Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 25 octobre 2023 et suite à ses propos sur le service public hier soir, à savoir que pour rendre l'eau potable, il faut la chauffer et la mettre au réfrigérateur, Philippe Vigier tente de s'expliquer. Pour le ministre délégué chargé des Outre-mer, ses propos ont été tronqués par une journaliste qui n'aurait pas compris son cours sur la pasteurisation. Le hic, l'intervention était en direct et ses propos n'ont ni été déformés ni placés hors contexte. Regardez. Sera-t-il suffisant pour rétablir la confiance, puisque c'est de ça dont il est question essentiellement. Les travaux, les chiffres, les millions annoncés, posés sur la table sont bien là, on est concret, mais les usagers attendent des résultats et pour l'instant ils tardent. Mais vous savez, c'est comme pour les médias, la confiance, elle ne se génère pas tout de suite, elle se crée au fil du temps, elle se solidifie. Donc la confiance, eh bien voilà, moi j'ai dit aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, on part d'un moment où on va essayer d'effacer le passé. Je ne veux pas être désagréable avec ce qui ne s'est pas fait pendant 30 ans. Voilà, je préfère dire les choses très clairement. Regardons le passé dans la confiance et en se faisant confiance. Vous voyez, dans 3 mois, on verra si oui ou non les 2 premières opérations dont on parlait tout à l'heure seront faites ou pas. Dans 6 mois, je reviendrai. Vous me poserez la même question et on constatera ensemble. 2 mots sur les propos que vous avez tenus hier dans le JT de Guadeloupe la première, qui ont suscité pas mal de réactions. Est-ce que vous les regrettez sur le fond, sur la forme ou quel propos Quel propos de faire bouillir l'eau pour les consommateurs eh bien, merci. Et la mettre au frigo. Eh bien, monsieur le biologiste vous parle là, c'est plus le ministre de la République. C'est une question qui a été posée par une de vos journalistes et j'ai dit que lorsqu'il y avait 2 jours après, 3 jours après une pluie importante et que vous voyez que cette station ne marche pas, responsabilité des élus, d'accord? Si on voulait être certain de ne pas avoir une eau qui entraîne une contamination, on faisait ce que sont les préconisations de l'Agence régionale de santé qu'on fait à Mayotte, c'est de la faire bouillir, mais c'est pas pour l'eau tous les jours. Attendez, c'est-moi finir. Pour la turbidité. Non mais attendez, c'est votre journaliste qui n'a pas compris, mais c'est pas grave, je suis prêt à lui expliquer. Elle n'a pas compris, c'est pas grave. Et non, parce qu'une eau à 70 degrés, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la pasteurisation. Je vais vous faire un cours de biologie si vous voulez. Et à 70 degrés, qu'est-ce qui se passe? Toutes les bactéries sont mortes. Et après, pourquoi la met au frigo? À votre avis, quelle est la seule bactérie qui se développe à 4 degrés? Voyons, on va faire un cours de biologie. Moi qui suis un ancien interne des hôpitaux de Paris, ça sera très bien. C'est ce qu'on appelle la Listeria monocytogenes. Vous voyez, tout simplement. Donc j'ai dit que le principe de précaution, c'est que si jamais il y a une eau qui est trouble, eh bien à ce moment-là, si on veut être tranquille, on la fait bouillir et on la met au frigo. Mais ce n'est pas l'eau qu'il faut boire. J'ai dit hier aussi, si vous êtes honnête dans votre question, que j'ai demandé à ce que l'Agence régionale de santé publie dans les mairies tous les résultats d'analyse d'eau et que jamais une analyse, je l'ai dit dans le reportage, c'est dommage que ça n'ait pas été repris, mais ça va l'être maintenant puisque vous me posez la question très gentiment, ça veut dire qu'une eau dont on sait qu'elle n'a pas de qualité bactériologique ou ce qu'on appelle organoleptique, pour être extrêmement technique, pour que chacun comprenne, satisfaisant, est une eau impropre à la consommation. Il aurait fallu simplement qu'elle le dise. C'était la phrase d'avant que j'avais prononcée. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait, mais ça me permet au moins de faire la rectification qui va bien. Mais ça me donne l'occasion de rebondir sur les délais, parce qu'on constate également quelques délais entre les analyses faites par l'ARS et ensuite la mise en œuvre des interdictions, des arrêtés municipaux. Est-ce qu'on peut améliorer encore ces délais-là? Bien, cher monsieur, voyez votre question, quand vous dites qu'il n'y a pas d'arrêté municipal. Je n'ai pas dit ça. Si vous venez à les arrêtés municipaux. Oui, les arrêtés, entre l'édiction des arrêtés municipaux et les contrôles de l'ARS. Alors, on sent bien qu'il y a quelques jours qui traînent où la potabilité de l'eau est remise en question. Non, je vous explique. Et les consommateurs continuent. Non, je vous explique comment ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous expliquer la loi. Expliquez-moi. Quand il y a de l'eau, pour vérifier sa potabilité, la seule responsabilité, c'est l'Agence régionale de santé qui fait l'analyse d'eau. Dès le moment où l'analyse sort, elle est impropre à la consommation. Et c'est un arrêté qui est pris conjointement avec le préfet. C'est comme ça que ça marche. C'est pas le maire qui dit, le maire il peut dire, ne buvez pas de l'eau. Très bien. Et si lui il sait faire les analyses d'eau, c'est très bien. Mais c'est pas lui. C'est pour ça que, vous voyez, c'est mon premier travail que j'ai fait à Mayotte, pour que les habitants sachent ce qui se passe. Je leur ai dit, il est indispensable que vous ayez dans les mairies des résultats qui soient affichés. Ça n'était pas le cas. Vous savez, moi je suis une exigence totale. C'est pour ça que votre collègue, d'avoir sorti de son contexte cette phrase-là, c'est pas très bien. Une conversation, on ne va pas en extraire uniquement la phrase. Et la phrase, je l'aurais bien expliqué cet après-midi. C'était si jamais il y avait un doute, le seul moyen c'était ça. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les préconisations qui sont faites. Et d'ailleurs, qui est même complété par le fait qu'il faut faire couler l'eau pendant quelques minutes, de façon à ce que la turbidité soit plus au rendez-vous. Mais là, il n'y en aura plus. Et voilà. Donc simplement, je peux se poser les bonnes questions et apporter les bonnes réponses.
Et l'Agence nationale de sécurité du médicament appelle à ne plus consommer certains comprimés anti-rhume comme l'Actifed, mis sur le marché depuis 2009, ou l'Umex en 2002. Signalés depuis plusieurs années à la pharmacovigilance, ces cachets provoquent des effets secondaires graves entre AVC, hypertension et infarctus. Ils ne seront désormais plus commercialisés. Regardez. Le 10 de cette semaine, la NSM, qui est l'Agence nationale de sécurité des médicaments, également des produits de santé, a sorti un communiqué de presse à visée de ces médicaments à visée vasoconstricteur contre le rhume, qui sont le Dolirum Pro, le Dolirum, qui sont l'Umex, qui sont le Rinadvil. Tous ces produits-là peuvent donner des effets secondaires qui peuvent être gravissimes, tels un AVC, tel un problème oculaire, tel de l'hypertension artérielle. Donc c'est pour ça qu'on pense que la NSM a jugé utile de mettre en garde le patient, également pour les professionnels de santé, dans des précautions. Ça sort maintenant, mais nous, depuis 2017, depuis 2019, nous avions déjà des alertes sur ces produits où il y avait eu des cas qui sont rares, mais quand même gravissimes, parce que vous imaginez, vous avez un rhume, vous prenez un médicament parce que vous avez le nez très bouché, vous prenez un médicament pour vous déboucher le nez et vous faites un AVC. Donc ce sont des cas qui sont véridiques. À terme, ce sont des produits qui seront retirés du marché. Mais comme ce sont des produits qu'on trouve dans d'autres pays, en Europe, donc on attend certainement, la NSM attend un arrêté européen afin de sortir ces produits du marché en France. Ces médicaments ne sont pas notre conseil de première intention. Donc en première intention, on irait déjà simplement se laver les narines. C'est déjà ça. Également des médicaments phytothérapiques, des huiles essentielles. En officine, on a le Virapic, on a Atumo. Tous ces produits-là aident à soigner un rhume. À savoir qu'un rhume se soigne de façon spontanée aussi, et pas plus de 5 jours à 7 jours. Quand on parle de recul nécessaire pour la mise sur le marché de médicaments, je pense que vous comprenez pourquoi. Et à l'occasion d'Octobre Rose, les établissements de santé ne lésinent pas sur les opérations de sensibilisation au dépistage. On prend la direction du CHBT. Regardez. C'est une initiative qui est très sympa, parce que quand on a un cancer, on n'a pas que le cancer, on est aussi une femme, on a besoin de se faire du bien, et donc voilà, avec l'équipe, on a eu l'idée donc de proposer aux femmes qui sont là aujourd'hui donc des soins des soins esthétiques, ce qui leur permet d'être prises en charge, d'être bichonnées et puis de se sentir belles, voilà, malgré le cancer et malgré la difficulté à vivre parfois ce cancer. Le dépistage est important. À partir du moment où on se fait dépister, on peut se faire prendre en charge. Et à partir du moment où on est prise en charge, une partie de la bataille est gagnée. Plus tôt vous ferez dépister, mieux cela vaudra pour votre santé. Maintenant, on peut se faire dépister n'importe quand et à n'importe quel âge. Il faut juste la volonté d'y aller. Octobre Rose, c'est vraiment le moment où on souhaite sensibiliser toutes les femmes, celles qui ne sont pas malades et celles qui le seront probablement jamais, et celles qui le seront malheureusement peut-être un jour. Mais on veut sensibiliser donc tout le monde au dépistage. Plus un cancer du sein est dépisté tôt, plus il a des chances de guérir. Voilà. Même si aujourd'hui on a un arsenal thérapeutique qui permet même pour des femmes qui ont des cancers très évolués en tout cas d'être en rémission et d'être en bonne santé grâce au traitement pendant très longtemps. Mais c'est vrai que s'il est pris très tôt, parfois avec une simple chirurgie et peut-être un petit traitement dans la suite, on va guérir nos patientes. Nous sommes là aujourd'hui avec Nelly, psycho-socio-esthéticienne, pour pouvoir offrir des soins aux patients suite du coup au traitement anticancéreux qu'ils reçoivent. Ils ont très souvent des effets secondaires cutanés, donc on est là pour leur offrir des poses de vernis, des mini-soins du visage pour vraiment traiter tout ce qui est sécheresse sur la peau, taches sur les ongles, alopécie. Voilà, on est là pour faire
du bien, pour prendre soin des patients. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ont une petite boule dans le sein, mais ça fait pas mal, donc c'est pas grave. Voilà. Donc on est là, c'est le mois, bon, après on incite toute l'année, hein, mais c'est le octobre, c'est le mois où on fait vraiment un focus sur le dépistage, inciter les femmes, réexpliquer tout le temps l'importance de se faire dépister, donc dans le cadre du dépistage systématique, c'est-à-dire organisé, institutionnel, tous les 2 ans, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Et puis pour toutes les femmes qui ressentent quelque chose dans leur sein, de consulter le plus rapidement possible, de ne pas laisser les choses évoluer. Un reportage de Michel Depape. Et retour maintenant sur la 5e séance plénière de la région Guadeloupe. Compte tenu des dégâts occasionnés par le passage de l'ouragan Tammy, la collectivité entend initier une partie du budget rectificatif pour aider des territoires comme la Désirade. Par ailleurs, le président Chalus souhaite réaliser un chantier d'enrochement à Vieux Habitants pour protéger l'entreprise Café Cholette. On l'écoute. La plénière d'aujourd'hui, c'était effectivement une décision modificative. Nous avons reçu des recettes, c'est tout à fait normal que nous puissions les remettre, faire entrer dans le budget. Et cela nous permet en même temps de pouvoir aussi accompagner, suite au passage de l'ouragan Tammy, les communes qui ont été impactées, notamment la Désirade, je suis le maire de la Désirade, mais aussi Vieux Habitants, où hier on s'est engagé avec le ministre et le préfet de l'État à ce que la région et le département puissent intervenir au niveau de leur enrochement, parce que ma priorité, ce n'est pas directement la rivière, mais surtout les emplois de Café Cholette qu'on doit maintenir, accompagner cette entreprise qui a souffert pendant Fiona et encore pendant Tammy. Donc nous avons d'autres communes où nous allons faire le pré Clémer, notamment Trois-Rivières, Cap-Esther, nous l'avons démontré. Hein. Après Fiona, nous avons des ponts qui ont été réparés, qui ont tenu, à la Sarde Cap-Esther, le pont de Geta, le pont de Ravine-Michaud, ces ponts ont tenu. Et comme nous l'avons, je l'ai dit dans mon discours, c'est 27 millions d'euros que nous avons mis sur 14 ouvrages en Guadeloupe, sur des talus pour pouvoir sécuriser la population guadeloupéenne, et nous continuerons à le faire. La région a toujours été là, la région sera là. Comme je le dis, ça c'est important. Je ne suis en compétition avec personne. Nous faisons notre travail dans l'intérêt des Guadeloupéens. Nous avons pu approuver et voter un certain nombre de points, et d'autres nous avons tenu à nous abstenir. Abstention tout d'abord sur la décision modificative. C'est une décision modificative qui porte sur plus de 55 millions de mesures nouvelles, et notamment sur aussi des apurements d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement. Pourquoi nous abstenons? Parce que nous avons un problème, et nous l'avions déjà fait savoir lors du vote du budget primitif, sur la programmation et l'exécution des crédits réacteurs. Et manifestement, nous le redisons, nous craignons que nous ne soyons pas en mesure d'honorer l'ensemble des factures qui doivent être totalement payées au 31 décembre 2023, d'où la ligne de crédit qui a été demandée à l'AFD de 75 millions d'euros pour avoir la trésorerie pour payer toutes ces factures. Ça ne dépend pas de la région. Le président se trompe quand il estime que je souhaite et que nous souhaitons, j'allais dire, la défection de la collectivité. Ce n'est pas ça. Il y a un principe de réalité. Souhaitons que nous fassions du mieux possible, sinon nous serons encore effectivement dans un objectif qui ne sera pas atteint. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité voter la décision modificative. Et le département lui signe son 12e contrat pays avec le territoire de Baïf. 15 millions d'euros seront engagés pour les projets de la ville, la réfection des routes départementales, des travaux au collège et l'amélioration du port. On fait le point avec Guy Losbar. Effectivement, aujourd'hui, c'est le 12e contrat pays que nous signons, que nous contractons avec la ville donc, de Baïf. Nous avons eu l'occasion d'expliquer quelle est la démarche du contrat pays. Il est nécessaire que le département signifie ses engagements, qu'il s'aille sur les routes, les collèges ou le port. Et là, nous avons bien montré qu'il y a des engagements forts concernant les routes départementales et également concernant le port, puisque ce sont donc des infrastructures, des équipements structurants pour le développement et l'attractivité de la ville. Des engagements également concernant les projets de la ville. C'est des projets de l'ordre de 5 millions d'euros pour lesquels nous nous sommes engagés pour pratiquement 2,5 millions. Et puis, rappeler aussi, dans le cadre des politiques publiques du département,
au-delà donc de ce contrat de pays, expliquer quelle est notre démarche sur l'amélioration de l'habitat, notre démarche sur l'insertion, notre démarche sur le développement culturel. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Au-delà d'engagement dans le cadre d'une réunion, ce que nous voulons, c'est que contractualiser, il y a un engagement signé du département et de la ville sur les différents problèmes. Le maire et son équipe municipale ne peut être qu'heureuse dans la mesure où nous avons préparé nos projets. Comme je l'ai dit, on a passé une année, une mandature à faire des études, à redresser la commune. Maintenant, il faut passer à la phase active. Mais la phase active, cela veut dire aussi qu'il faut réaliser le projet, il faut partir à la recherche de financement. Donc, c'est dans ce sens-là, en tant que conseiller départemental et maire de la ville, je m'inscris totalement dans le dispositif contrat pays avec le conseil départemental, avec le président Losbar, dans la mesure où nos projets ils sont mûrs. Donc, nous sommes en phase de passer des marchés. Certains sont à l'analyse des offres et certains sont en recherche, en bouclage de plans de financement. Donc, vous comprenez bien que la signature arrive à point. Maintenant, il faudra se mettre au travail pour pouvoir consommer ces crédits. Ma très grande satisfaction, c'est que les dossiers, les projets présentés par la ville de Baïf, ce sont déjà des projets structurés, traités, examinés, où nous sommes au stade de passation donc, de marché de commande, donc, qui voudrait dire que le calendrier présenté 2023, 2024, 2025 sera respecté. Et c'est pour ces raisons que nous-mêmes, nous allons bousculer les procédures pour faire en sorte que les choses se fassent. Et la communauté scolaire du lycée agricole de Bémao, elle attend toujours des fonds pour l'achat de tracteurs, outils et autres matériels informatiques pour la scolarité des élèves. Ils sont toujours mobilisés depuis plus d'un mois maintenant. Regardez. Aujourd'hui, là, jeunesse Guadeloupe ne doit travailler un pays ailleurs. Il doit cultiver, il doit planter. Pour ça, il doit en formation de qualité. Et en formation de qualité, qui a passé par des outils à formation de qualité. C'est-à-dire un lycée agricole de qualité. Nous, ces jeunes, nous doit à servir l'excellence. Et là, pour le moment, nous sommes très loin de la question de l'excellence. Eh bien, nous beaucoup d'appuyons, moi, parce que sur des problèmes qui sont récurrents, ce n'est pas la première fois que ce problème va venir. C'est un problème notamment à niveau de gestion matérielle, que les apprenants n'ont pas de matériel pour le travail, les personnels n'ont pas de matériel pour le travail. Donc, c'est récurrent. À un certain moment donné, ben voilà, à force de demander, de proposer, de promettre vous et pour pas rien, donc à un certain moment donné, donc ça va exploser. Et les apprenants, eux aussi, ont subi dans ça. Ça veut dire que les élèves en ont, apprentis en ont, étudiants en ont, ils ont souffert. Un peu comme exemple, par exemple, il y a des petits monde qui sont qui formation a fini à peu près une semaine et dans le cadre de la formation là, il y a une occupation cassette, on va passer cassette là parce qu'effectivement pas de matériel. Donc on fait une formation là et à tout moment il y a passer cassette là. Voilà, c'est des difficultés comme ça que nous rencontrons tous les jours et à un certain moment donné, nous ça pas fonctionner comme ça. Obliger des jeunes perdre un mois l'école par rapport à ça, ben nous bien voir que nous avons un problème. Nous avons un problème qui est sérieux. Alors, Jodla là, mais là, l'habitant là qui a coincé, l'habitant là maré, c'est que les jeunes qui ont exigé qu'il n'y ait effectivement matériel là, ce terrain là, les gens répondent après les vacances. Et si ce n'est pas ni effectivement ça qu'il faut les répondre, alors nous avons dit le mouvement là il répond parce qu'il n'est pas jamais arrêté. Parce que si on a pensé que la période de vacances qui fait en sorte que le mouvement là est mort, or pas du tout. Le mouvement là peut arrêter tout simplement parce que les gens répondent avec qui bitin. Toujours pas ni tracteur, toujours pas ni graines, toujours pas ni ça qu'il faut pour faire formation à eux. Donc autrement dit, nous pouvons besoin de dire que nous qui répondons, c'est tout naturellement que si les jeunes pas ni ça, le mouvement là va continuer. Et maintenant, je reçois Ronald Batista, président de l'association Lacou Bocantage. Bonsoir, monsieur Batista. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, Lacou Bocantage qui a organisé Glorier Créole. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Glorier Créole? C'est une journée où nous avons glorier langue créole. En tout genre, pendant nous avons joué, pendant nous avons marqué, pendant nous avons parlé, pendant nous avons bocanté. Glorier, quand vous avez glorier à l'église, bien comme ça? Non, nous ne pouvons pas glorier comment dire à l'église, mais nous pouvons montrer que la langue nous belle, la langue nous c'est en nous, et nous pouvons prendre des bons naturels en nous pour nous dire tout ça, pour nous dire belle et pour dire c'est en nous et nous pouvons y monter. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit justement? Alors, nous prévoyons en journée qui démarre avec un bel didico.
Je dis ça vite pas arrêter de bout. Donc, nous avons proposé ces gens qui viennent et puis nous là, on petit didico avec chocolat pays. Et après ça, nous avons fait une découverte pour ça qui pas connaître. Des jeux nous mettons debout. À l'association là, nous créons des jeux, les principaux jeux de loi, un jeu plateau. C'est la bonne qui découvert qu'il tient pays là, fruits, légumes, Vaillant, Madame, Vaillant, Monsieur Guadeloupe et d'autres communes Guadeloupe. Et après ça, nous sommes entrés dans un habitat là qui c'est un ripage marqué créole. On dictait créole. Et avant de dicter là, nous prenons temps, nous précisons, nous pouvons canter à l'entour la règle à marquer créole, les règles, pour qui nous pas marquer comme ça, pour qui ça va marquer comme ça. Nous restons un petit temps pour bien expliquer ces mots-là, mais c'est comme ça l'angle là qu'a marqué. Et après ça, à 11h pile, nous avons démarré dicter créole. Donc, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. À 11h pile, nous avons démarré. Et là où nous filmons marquer dicter là, nous avons fermé la ronde vers un petit campo musique à M. Loïc Amboulé, tout le monde d'après me connaît Guadeloupe. Très bien. Donc, tout ton programme, qui t'a ça qu'a fait? Ça qu'a fait samedi 28 en médiathèque matin, depuis 9h matin. Et nous attendons tout le monde. Et surtout, nous avons dit que les gens qui veulent venir passer un bel moment là avec nous, nous commandons inscrire, crier l'association au 06 90 48 23 47. Comme ça, nous préparons ça qu'il faut pour nous faire à l'aise en nous, pour ne pas manquer et pour ne pas gaspiller. Donc, très bien. Donc, rendez-vous là, c'est samedi, à partir de qui l'est? Depuis 9h matin, et juste à côté, nous candidats dans la médiathèque créole, en médiathèque matin à Glorieux créole. Ah ben pour l'occasion, c'est que médiathèque à créole. Merci en pile, en tout cas, M. Batista de Vinci Platon, nous pour parler nous justement des Glorieux créoles qui a fait donc samedi à partir de 9h en médiathèque matin. Merci en pile. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Rappel d'une information importante, Philippe Vigier, effectivement, hormis le petit clash avec la télévision du service public, a annoncé donc un plan de 320 millions en collaboration avec les collectivités majeures. On en parlera plus amplement. On va décortiquer cela, à savoir quel type de paiement, top 4, 30 chèques, comment ça va se passer pour effectivement la réfection des canalisations ici en Guadeloupe notamment. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.